Bonjour à tous. Le souci avec les histoires qui ont fait couler beaucoup d'encre, c'est que souvent le sensationnel est mis en avant au détriment des détails et de la simple vérité. Comme le souligne l'adage, le diable se cache dans les détails. La vérité est souvent complexe, nuancée, déroutante, mais aussi froide et crue, et c'est elle qui m'intéresse. Le sujet est connu et il n'est pas question de redire ce qui a déjà été dit, mais d'essayer de débrouiller le vrai du faux et de comprendre qui était Blanche Meunier et ce qu'elle a réellement vécu. Pour écrire mes histoires, j'avance toujours à tâtons afin de tenter d'appréhender la réalité qui se cache derrière les faits et qui elle seule peut éclairer brièvement, sans doute, le monde étrange et trouble qui nous entoure. Bienvenue sur ma chaîne qui décortique l'inconnu dans ce que l'on croit connaître. Découvrons maintenant sans plus attendre la terrible histoire de Blanche Meunier. Pour cette vidéo, je me suis basée sur le livre de Jean-Marie Augustin, L'histoire véridique de la séquestrée de Poitiers. En 1901, la France découvre Blanche Meunier, 52 ans, qui sera appelée la séquestrée ou la recluse de Poitiers. Couchée dans une chambre aux volets cadenassés dans le noir, croupissant nue et squelettique sur un matelas souillé d'excréments, des vers et des insectes grouillant sous elle, au milieu d'immondices. Mais si vous le voulez bien, retournons aux sources de cette histoire. Le père de Blanche, Charles-Émile Meunier, fils de coiffeur, est né à Amiens en 1820. Il deviendra professeur de rhétorique au Collège royal de Poitiers et sera le doyen de la faculté des lettres de la même ville. Décrit par son entourage comme un homme droit et instruit, mais dépourvu d'imagination, Charles-Émile Meunier aimait tendrement ses enfants. Toutefois, son défaut principal était une faiblesse de caractère et sa navrante soumission à sa femme, qui, elle, n'avait rien pour plaire. C'est à l'âge de 26 ans qu'il rencontre Louise Léonide de Marconnet, âgée de 21 ans. Cette jeune femme à l'allure peu engageante est la future héritière d'une famille bourgeoise. Fille d'un agent de change et apportant une dot conséquente, il se marie en juin 1846. D'une nature ferme, austère et d'humeur acariâtre, Louise Léonide de Marconnet tenait sa famille sous son joug, exerçant son autorité sur son entourage. Assise sur une fortune relativement conséquente, elle agissait en despote, tandis que son mari n'apportait au ménage que ses modestes appointements de professeur. 2 ans après leur rencontre, naîtra Marcel en 1848 et Blanche viendra au monde 1 an plus tard. Quelques mois après la naissance de Blanche, le grand-père maternel meurt et toute la famille ainsi que les parents de Louise Léonide, des gens aimables et honnêtes, s'installeront dans la maison du grand-père, rue des Basses-Treilles. 10 ans plus tard, le couple Émile-Louise Léonide rachètera l'immeuble jouxtant cette rue. Leur maison, pourvue de rares fenêtres donnant sur la voie publique, deviendra donc immense et ressemblera à une forteresse. La famille Meunier évoluait là dans cette immense maison agrémentée de meubles foncés, de lourdes tentures et de papier peint obscur. Leur demeure comportait un jardin intérieur bien entretenu avec une allée de gravier et des bordures de buis. Marcel, à l'âge voulu, entrera à l'école. C'était un enfant très myope, de petite taille, et il devint rapidement le souffre-douleur de ses camarades. Blanche, quant à elle, était élevée au sein de la famille. À cette époque, seules les filles issues des classes populaires se rendaient dans les établissements scolaires publics, desquels les filles bourgeoises étaient maintenues à l'écart. La famille se chargeait de leur apprendre les convenances, comment se tenir, se coiffer, parler, et surtout, on leur apprenait la réserve. Malheureusement, Blanche était une fille gaie, espiègle, mais aussi turbulente, entêtée et colérique. Elle avait une allure de garçon manqué, mais bénéficiait d'un beau visage avec des yeux brillants et de magnifiques cheveux noirs. Au lieu de jouer à la dinette ou à la poupée comme les filles de son âge, Blanche préférait la nature, jouer à saute-mouton, courir après les ballons. Cela déplaisait fortement à sa mère Louise Léonide. Celle-ci faisait preuve de sévérité à l'égard de sa fille, et la pauvre gamine était souvent punie et privée de repas. Mais Blanche ne se laissait pas faire, elle contestait l'autorité maternelle. Louise Léonide sanctionnait alors son enfant par des châtiments particulièrement cruels. Elle mortifiait Blanche qui était mise au pain sec et jetée dans un cabinet noir. La fillette plongée dans les ténèbres redoublait alors de colère. L'obscurité lui faisait peur. Blanche vécut ainsi son enfance sous le joug d'une mère sans cœur, sans empathie, cédant aux caprices de ses noires émotions, profondément dépourvue de sens critique et d'amour maternel. Louise Léonide Meunier, la colérique, n'aimait pas ses enfants. Marcel et Blanche étaient proches, soudés contre la dureté de leur marâtre. Marcel consolait sa petite sœur et tous les deux surnommaient leur mère Bounine, parce qu'elle était petite et épaisse. Bounine, dans le patois poitevin, signifie bout de naine.
Heureusement pour eux, leur père Charles était gentil, affectueux, et la douceur et la prévenance de leurs grands-parents maternels avaient rendu leur enfance malgré tout agréable. Marcel et Blanche adoraient quitter la forteresse familiale pour se rendre à la campagne dans la ferme de leurs grands-parents maternels, à la maison du Pilet. Il y avait là-bas tout pour alléger leur cœur blessé et leur construire des souvenirs impérissables. La maison du Pilet était une ferme en pleine campagne remplie d'animaux. Chats, volailles, lapins, ânes. Blanche et son frère chérissaient cet endroit. La fillette jouait avec les animaux, se promenait sur l'âne. Elle admirait la nature, les fleurs, les hirondelles. Elle apprit même le nom de chaque fleur et se fit quelques amis durant cette période. En mai 1861, les deux enfants firent leur première communion à l'église de Saint-Porcher de Poitiers et suivirent ensuite des cours de catéchisme. Quelques années plus tard, Émile passera son baccalauréat et s'inscrira à la faculté de droit de Poitiers. Il était décrit par son entourage comme une personne de bon cœur mais distraite, soumise comme l'était son paternel et pourvue d'une intelligence moyenne. On le jugeait naïf et un peu étrange. Après sa première communion, Blanche devint externe à l'Union chrétienne. Là, on y développait les vertus chrétiennes et l'on préparait les jeunes filles à leur futur rôle d'épouse, de mère et de maîtresse de maison. Les élèves de cet établissement portaient un bonnet, une robe longue jusqu'à la cheville et un tablier. On leur apprenait la grammaire, l'orthographe, l'arithmétique, mais aussi le chant, le piano, le dessin et un peu d'anglais. Blanche aimait tout particulièrement ses cours de piano. Elle y restera jusqu'à ses 15 ans. Elle était décrite comme une adolescente charmante, distinguée, intelligente, douée d'un certain talent musical. Les témoins et amis de l'époque disaient combien elle avait une nature gaie, extravertie, blagueuse. Blanche était pleine de vie et de vigueur. Malheureusement, la jeune fille souffrait du caractère impitoyable de sa mère qui prenait un malin plaisir à la chagriner. Il semble que plus son enfant devenait jolie et épanouie, plus sa mère rongeait son frein. On peut légitimement se demander si Louise Léonide n'était tout simplement pas jalouse de sa progéniture. Belle, joyeuse, vive et énergique, la jeune fille incarnait tout ce qu'elle-même n'était pas. Alors, quand Blanche se préparait à sortir comme faisaient toutes les jeunes filles de son âge, sa mère se faisait une joie de la retenir dans la maison. Elle enjoignait Blanche de quitter immédiatement sa toilette et de retourner à sa chambre. Lors du procès qui aura lieu une trentaine d'années plus tard, une bonne témoignera comment Blanche, une fois enfermée dans sa chambre, pleurait tout son saoul. La cruauté de Louise Léonide était telle qu'elle empêchait sa fille de jouer au piano. Dans la maison, souvent les deux femmes s'emportaient. Et peu à peu, à force d'être brimée de ne pouvoir sortir, Blanche finit par se replier sur elle, préférant l'ombre au jour. Remplie de colère envers sa mère, jamais soutenue par son père qu'elle aimait pourtant, elle se retirait de plus en plus souvent entre les quatre murs de sa chambre. Blanche aurait ainsi pris l'habitude de s'enfermer et de fuir peu à peu la table familiale. D'abord lorsqu'il y avait des invités, puis de fuir sa famille tout court. Rapidement viendra le temps où la jeune femme ne se serait même plus déplacée lors des repas. L'auteur du livre pense qu'elle souffrait d'anorexie. À cette période trouble de l'adolescence, il est clair que la jeune femme ne pouvait compter sur le soutien et le réconfort de sa mère. Elle se serait ainsi soustraite au monde, à ses menaces. Le dehors lui était interdit, alors elle se serait réfugiée en son fort intérieur. Ne plus manger était sans doute pour Blanche un acte de refus de l'autorité souveraine de sa mère. Elle se soustrayait ainsi à la toute-puissante Louise Léonide. Puisant dans sa haine pour sa mère son aversion pour la nourriture, rejetant sa propre existence, son propre corps féminin qui quittait sa chrysalide d'enfant. Affamer son corps, c'est un peu le condamner à mort, le déserter, et Blanche avait choisi de ne plus l'habiter. On raconte que durant cette période, la jeune femme aurait redoublé de ferveur religieuse et aurait pratiqué une forme d'ascétisme extrême, ne se nourrissant quasiment plus. Elle avait du reste manifesté plusieurs fois l'idée de rentrer au couvent, mais son docteur ainsi que 2 sœurs du monastère de Sainte-Croix le lui déconseillèrent fortement, avançant l'idée qu'elle ne pourrait jamais faire son noviciat dans son état de santé. Quant au père de Blanche, aussi doux et aimable qu'il avait été avec ses enfants, il avait clairement agi en lâche. Il a peut-être bien secoué la tête face à l'autorité de sa femme, mais il n'est jamais intervenu pour secourir sa fille. Il ne s'est jamais opposé à celle qui, lors du mariage, avait amené la plus grosse dot. Blanche a donc définitivement disparu aux yeux du monde vers l'âge de 23 ans, car en 1872, la jeune femme a cessé de paraître à l'église. Au dire de sa famille, l'année suivante, elle aurait contracté une fièvre cérébrale qui, selon sa mère et son frère, lui aurait laissé des crises nerveuses.
Pour les années suivantes, la rumeur racontera que Blanche sortait par une petite porte en compagnie de sa bonne pour se rendre chez un avocat nommé Victor Calmeil. Il y aurait même eu un projet de mariage auquel la mère de Blanche se serait opposée. Plusieurs domestiques auraient même raconté lors du procès que Blanche aurait accouché d'un enfant qui serait mort ou qui aurait été supprimé à la naissance. Des fouilles seront même effectuées dans le jardin des Meuniers bien plus tard, sans qu'on ne puisse toutefois trouver autre chose que des ossements de chat. En 1901, après que Blanche ait été découverte, un député de la Vienne témoignera au procès disant que lorsque Blanche avait rencontré l'avocat Victor Calmeil et eu un enfant avec ce dernier, elle aurait été jugée comme une criminelle par sa famille qui l'aurait condamnée à la réclusion à perpétuité. La famille Meunier ne soutiendra jamais cette théorie, niant une quelconque relation entre Blanche et Victor Calmeil. Le 3 mars de cette même année, Louise de Marconnay, la grand-mère de Blanche, mourut. La jeune femme avait toujours été très attachée à ses grands-parents et cette perte lui fut extrêmement pénible. Quant à son grand-père maternel, il fut tellement inconsolable qu'il vécut reclus dans sa chambre jusqu'à sa mort et ce, durant 10 ans. Cette propension à la réclusion existait donc déjà dans la famille. Pendant ce temps, Blanche était toujours dans cet état d'inanition. Elle fondait, ses yeux s'enfonçaient dans ses orbites, ses muscles s'atrophiaient. Son déclin était tel qu'elle n'arrivait plus à maîtriser ses sphincters, laissant aller sous elle ses selles et ses urines. Comme elle restait toujours couchée sur son lit, sa femme de chambre, Marie Fazy, avait pris cette habitude de plier un drap en 4 sous sa maîtresse. Le drap recueillait les déjections et il était régulièrement changé par la bonne. Marie Fazy a été la domestique qui est restée le plus longtemps au service de la famille Meunier. Elle était devenue la fidèle servante de Blanche et elles entretenaient toutes les deux une relation de confiance. En vérité, Marie Fazy était la seule personne de la maisonnée à s'occuper réellement de Blanche. Sa mère n'allait voir sa fille que très rarement, sans croire à tous qu'elle ne souciait pas le moins du monde de son enfant. La chambre de Blanche faisait un peu plus de 15 mètres carrés. Elle était nettoyée tous les jours du temps de Marie Fazy. Marie dormait dans la même chambre que Blanche sur un lit en métal. Plus Blanche maigrissait, plus son comportement et son langage régressaient. À plus de 20 ans passés, elle marmonnait, mangeait ses mots, supprimait les articles, rendant ses propos inintelligibles avec des sons inarticulés qui évoquaient clairement une altération de la pensée. Elle parlait aussi souvent en patois et quand elle croisait sa mère, elle s'adressait à cette dernière à grand renfort de mots grossiers. Jean-Marie Augustin pense que Blanche souffrait de schizophrénie. À l'époque, ce terme n'existait pas, il n'est apparu que vers 1913. Pour information, cette maladie se développe à l'adolescence et se manifeste par une perte de contact avec la réalité. La pensée s'altère, des idées délirantes peuvent s'installer. Le schizophrène peut penser être contrôlé par une force extérieure ou encore être la cible d'un complot. C'est une maladie complexe qui se manifeste par un grand nombre de symptômes possibles. À l'époque, on apposa le diagnostic de démence précoce sur Blanche. Celle-ci souffrait de tics nerveux, poussait des cris et riait pour un rien. Selon le témoignage d'une ancienne bonne, Blanche restait le bas du corps nu. Elle déchirait les chemises propres qu'on lui faisait enfiler de force. Blanche, en exhibant son intimité, agissait très certainement contre sa mère. Cette impudeur était un acte vengeur. On lui avait appris la pudeur, la retenue, et Blanche mettait à mal toute cette éducation qui l'avait brimée, empêchant son désir tout à fait légitime et innocent quand elle voulait vivre sa vie de jeune fille, comme le faisaient les filles de son âge. Son impudeur mettait à mal toute forme de contrôle sur elle. Vêtue d'un morceau de flanelle sur la tête, d'une camisole sur le dos, Blanche sautait dans les allées de son jardin, nourrissant une colère féroce envers sa génitrice. Quand la jeune femme croisait celle-ci, elle lui disait « Bounine, te rappelles-tu » Elle attrapait ensuite tout ce qui lui passait par la main et l'envoyait à la tête de Louise Léonide. Chandelier, assiette, tout ce qu'elle trouvait. Blanche était devenue indomptable, laissant le bas du corps nu, exhibant ce que la bienveillance voulait cacher, refusant de force les chemises qu'on essayait de lui faire porter. En 1875, à l'âge de 26 ans, on a raconté à son procès que Blanche fit une escapade rue des Halles où elle aurait eu des gestes impudiques. Elle aurait ensuite été ramenée de force à la maison par un agent de police. 3 personnes témoigneront en ce sens, en disant que Blanche se montrait également nue à la fenêtre de sa chambre. Mais ni une ni deux, le père Meunier fera alors cadenasser les persiennes de la chambre de sa fille, afin que plus personne ne puisse la voir se donner un spectacle. Maintenant, concernant les accusations de séquestration de Blanche, les témoignages de tous les intervenants ne cautionneront jamais cette idée. Jamais la porte de Blanche ne sera fermée à clé. La mère Meunier exigeait seulement qu'on ferme la porte en hiver afin que sa fille ne soit pas dans les courants d'air.
De nombreuses bonnes au service de la famille témoigneront en ce sens. La réclusion de Blanche était volontaire. Blanche, au début de son enfermement, avait pris l'habitude de noter ses impressions dans un carnet et demandait tous les jours du papier et un crayon. La jeune femme lançait même des lettres qu'elle écrivait par la fenêtre, mais sa mère, s'étant aperçue du manège, demandait alors à ses bonnes de lui ramener les missives, leur interdisant de les décacheter, prétextant qu'il n'y avait rien de sérieux là-dedans. Quand sa fille rentrait dans des crises de nerfs, Louise Léonide lui faisait boire de l'eau sucrée dans laquelle elle rajoutait de l'éther. Mais comme Blanche criait souvent, on n'ouvrit bientôt plus les fenêtres. Et à partir du moment où les médecins conclurent à la folie de Blanche, sa famille préféra la garder à l'intérieur de la maison. Il faut bien se rendre compte qu'à l'époque, on pensait que chacun était maître chez soi. Aucun voisin ni personne de l'entourage ne cherchait à percer les secrets des familles des autres. La démence et l'hystérie étaient traitées en vase clos. La cellule familiale devait gérer tout et seule. La déficience mentale était une tare, il fallait la cacher, l'étouffer entre les murs où elle se manifestait. De plus, les instituts se contentaient d'enfermer les patients. C'était à l'époque des hôpitaux dits spéciaux dont les soins douteux ne portaient aucun fruit. Les asiles d'aliénés comptaient alors parfois des milliers de malades. Ces lieux étaient entachés, en plus de scandales récurrents, des affaires de séquestration arbitraire et d'internement abusif. Alors, on préférait légitimement garder avec soi ces aliénés. Envers et contre tout, la famille ne voulait pas abandonner Blanche. Louise Léonide, qui avait passé son temps à brimer sa fille, la fuyait maintenant sous son toit, mais ne voulait pas l'abandonner lâchement dans ces abominables institutions. En vérité, elle se trouvait elle-même piégée dans cette relation. Se sentait-elle coupable de ce qu'elle avait fait subir à sa fille ? Nul ne le sait. Elle ne laissait voir à personne ses états d'âme. Elle évoluait dans une époque où les sentiments n'avaient pas lieu d'être, ils étaient juste bons pour les livres. On dit qu'elle négligeait son hygiène et restait la plupart du temps en robe de chambre, ne mettant plus un pied dehors, évoluant avec son trousseau de clés dans sa maisonnée. Donnant ses ordres à ses domestiques, comptant l'argent de son coffre, ne sortant de sa chambre qu'en début d'après-midi, cloisonnée comme sa fille dans sa maison. On peut se demander par ailleurs, si Blanche avait été mise dans un asile d'aliénés, se serait-elle mieux portée ? Certes, elle aurait pu enfin être libérée de l'emprise psychologique de sa mère, mais elle se serait retrouvée parquée dans un lieu terrible, entourée d'inconnus et soignée à coups de seaux d'eau froide et de décharges électriques. À ce sujet, le père de Blanche, Charles Monnier, aurait dit à l'une de ses bonnes « Tant que je pourrais la soigner avec les médecins, je la garderai. » Mais les médecins de leur côté faisaient ce qu'ils pouvaient. Le premier docteur de Blanche, après avoir conclu que sa patiente était hystérique ou souffrait d'aliénation mentale, ne lui fit prescrire autre chose que du bromure de potassium, soit un anticonvulsant. En 1882, après la mort de celui-ci, le nouveau médecin de Blanche, le docteur Chedevergne, ne fit qu'augmenter les doses. Quant à l'isolement de Blanche, il faut aussi se rappeler qu'à cette même époque, le professeur Charcot préconisait une méthode de retranchement thérapeutique. On ne peut donc pas reprocher à la famille d'avoir négligé de soigner Blanche, car ils avaient toujours fait intervenir différents médecins au chevet de leur fille. Mais alors que Blanche périclitait entre les murs de sa chambre, Marcel, son frère, continuait son petit bonhomme de chemin. Il obtint ainsi le titre de docteur en droit et devint à 25 ans sous-préfet. Un an plus tard, il épousera une jeune femme issue de la noblesse espagnole. Blanche fut même conviée aux noces, mais elle eut là un comportement excentrique. Elle avait des gestes brusques et cherchait à attraper les mouches avec ses mains. Après ces noces, Marcel et sa femme partirent s'installer à Mont-de-Marsan et c'est là que naquit leur fille. Mais 2 ans plus tard, suite à la crise du 16 mai 1877 qui conduisit à la dissolution de l'Assemblée nationale, Marcel Monnier perdit ses fonctions de sous-préfet. Dès lors, il s'installera à Poitiers, où il vivra au crochet de sa famille, s'occupant à peindre des aquarelles. Il deviendra plus tard secrétaire général du département pour la Croix-Rouge. Marcel était un drôle de bonhomme, il était étrange. Il souffrait d'une forte myopie et était dépourvu d'odorat. Il nourrissait d'étranges manies et défendait notamment à sa bonne de lui changer les draps de son lit, car il se complaisait à vivre dans sa crasse. Mais pire que cela, il y avait dans sa chambre un vase de nuit qui l'interdisait qu'on déplace. Le vase devait rester dans la chambre jusqu'à temps qu'il ne puisse plus contenir de matière. En beau gros dégoûtant qu'il était, il demandait même à ce que le vase de nuit soit placé sur la table de nuit de sa femme, afin, disait-il, qu'elle sentît bien l'odeur.
Blanche, quant à elle, était isolée et croupissait dans le noir de sa chambre aux persiennes condamnées comme elle. Elle continuait de prendre de l'âge, de vivre dans ses excréments. La mort de son père qui décédera à 62 ans sera une nouvelle épreuve pour elle. Cet ancien doyen de la faculté des lettres était du reste un homme respecté de tous pour sa gentillesse, sa courtoisie et sa droiture. Mais il avait dès le départ lâchement abandonné sa gamine, malgré toutes les circonstances atténuantes qu'on puisse lui trouver. Après la mort de celui-ci, Blanche entrera de plus en plus souvent dans des colères excessives, brisant tout ce qui lui tombait sous la main, lacérant les rideaux et les tapisseries de sa chambre. Elle avait alors 32 ans. Et à partir de là, elle ne voudra plus du tout quitter sa chambre qui deviendra, selon ses mots, sa petite grotte. Elle restait là, toujours nue, refusant de s'habiller, mettant en lambeaux les draps placés sous elle, refusant désormais d'être nettoyée. Un jour, une bonne lui demanda si elle ne serait pas plus heureuse d'être mise dans une chambre propre, bien meublée, mais Blanche répondit « Oh ma chère petite grotte, je ne voudrais pas la quitter pour tout au monde, l'abandonner un seul instant, j'y suis fort bien. » Parfois, pourtant, elle criait « À moi, au secours, liberté !» Elle hurla un jour « Il n'y a donc plus de justice, je vous ferai mettre en prison, oui, tous !» Elle déchargeait également sa haine en griffonnant des messages sur le mur. Reste quand l'affaire sera révélée au grand jour, le juge d'instruction entreprendra de photographier toutes les inscriptions de sa chambre, certaines dissimulées sous des couches de poussière et de matière fécale. Après la mort du père, Marcel se fâchera plusieurs fois avec sa mère pour placer sa sœur dans une maison de santé. Mais celle-ci, obstinée, refusera, disant qu'elle avait fait le vœu de rester avec sa fille jusqu'à sa mort. Louise Léonide nourrissait des sentiments troubles pour Blanche. Vide d'amour, mais peut-être pleine de remords et de regrets, elle s'inquiétait tout de même pour elle. Sa fille lui faisait-elle pitié ? Il y a fort à parier qu'obtuse et incapable d'aimer, Louise Léonide devait se sentir impuissante. Si elle tirait autrefois satisfaction à voir sa jolie Blanche pleine de gaieté quitter ses toilettes pour retourner à sa chambre, maintenant que sa fille ressemblait à une locumène, elle éprouvait peut-être une forme d'empathie, ou du moins d'indulgence, car sa fille était devenue comme elle, triste, laide et malheureuse. Pourtant, Louise Léonide n'ira voir sa fille que très rarement, et vers la fin, voyant que sa fille déchirait les draps qu'on plaçait sous elle pour la garder un peu plus propre, sa mère ne permettra plus aux bonnes de lui mettre des draps propres. Louise Léonide était une femme étroite d'esprit, avare, revêche et d'une intelligence réduite. Si elle éprouvait désormais de la pitié pour sa fille, elle était totalement incapable de communiquer avec cette dernière. Alors toutes les deux vivaient en retrait du monde, chacune retranchée dans sa chambre, ne recevant quasiment personne hormis les médecins. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la seule personne qui côtoyait Blanche au quotidien était Marie Fazy. Elle était très appréciée de la famille Meunier qui avait assisté à ses noces. Blanche était même marraine du jeune frère de Marie. Quand la jeune femme avait commencé à fuir la table familiale, Marie avait toujours veillé à ce que ses repas lui soient montés. Mais la bonne, en prenant de l'âge, n'avait plus la force d'insister auprès de la mère Meunier pour mettre un drap propre sous Blanche. Sa fille déchirait les draps propres et se complaisait dans la saleté. Qu'elle y reste. Pas question pour elle de gaspiller de l'argent en draps neufs. Blanche avait donc à sa disposition de linge qui était lavé à tour de rôle mais jamais lessivé. Après la mort de Marie en 1896, il fut bien difficile de trouver une bonne qui accepterait de vivre et de dormir dans la même chambre que Blanche, une chambre pleine d'excréments et aux persiennes constamment closes. Deux bonnes finiront tout de même par succéder à Marie Fazy. Mais comme on leur expliqua que Blanche était folle et voyant combien la mère s'en lavait les mains, elles firent sensiblement pareil. La seule chose qui souciait manifestement Louise Léonide est que sa fille mange convenablement. Oui, en dépit de l'état de dénutrition extrême dans lequel Blanche sera retrouvée en 1901, le plus incroyable est que le dragon maternel se souciait de nourrir sa fille. Mais c'était bien le cas. Louise Léonide faisait servir à sa fille des mets choisis. C'est exactement ce qu'ont reconnu les deux dernières servantes engagées, c'est Madame Meunier, 2 ans avant que l'affaire n'éclate. Dans sa déposition devant le juge d'instruction, Juliette Dupuis a décrit les repas de Blanche. « Je lui portais de la nourriture dans une assiette. Je ne mettais jamais de couteau parce que je savais qu'elle n'en voulait pas. Elle prétendait qu'une fille dévote ne devait pas se servir d'un couteau. Il y avait toujours dans l'assiette une fourchette mais pas de cuillère parce qu'elle ne mangeait jamais de potage. Mademoiselle Blanche ne voulait du reste pas se servir de fourchette. Elle mangeait avec ses doigts. Je ne lui apportais pas de serviette, bien que Mademoiselle Blanche en demanda parfois pour essuyer ses petites menottes, parce que Madame Meunier m'avait refusé d'en donner.
Et Madame Monnier mère, pour nourrir sa fille, fera même appel au meilleur restaurant de la ville. Blanche mangeait tous les jours dans sa chambre, mais seulement ce qu'elle était d'accord d'avaler. Tous les matins vers 9h, elle prenait un chocolat. Au déjeuner, elle mangeait une sole ou une côtelette entourée de pommes de terre. Et le soir vers 9h, elle goûtait une brioche ou un gâteau et avalait un verre d'eau. Mais en plus de cela, la mère faisait venir 2 à 3 fois par semaine de l'hôtel de France ou de l'hôtel de l'Europe un poulet au blanc avec des champignons ou un poulet sauce rousse, par exemple. Blanche raffolait aussi des huîtres, alors Louise Léonide demandait à l'une de ses bonnes de choisir pour sa fille les huîtres les plus belles et les plus fraîches. La mère Monnier se souciait également de faire livrer des bûches pour la cheminée de Blanche afin que sa fille ne prenne pas froid. Pour Louise Léonide, il ne servait à rien de mettre des draps et une chemise propre à sa fille, puisqu'elle les mettait aussitôt en lambeaux. Mais il s'avérait en revanche indispensable de lui faire livrer 1001 petits plats pour la maintenir en bonne santé. Mais en dépit de tous ses efforts pour l'alimenter, la plupart du temps, les assiettes restaient intouchées, sauf celles contenant des huîtres. En dehors du rituel alimentaire et du changement de drap qui rythmait ses journées, Blanche voyait quasiment tous les jours Marcel. Son étrange frère s'essayait sur une chaise, essayait d'échanger quelques mots avec cette forme dissimulée dans l'obscurité, fortement myope. Il ne parvenait pas à distinguer sa sœur qui restait cachée sous son drap. Marcel plongeait alors son insensible nez dans son journal puis reportait au bout d'un quart d'heure. Compte tenu de son manque d'odorat et de son fétichisme pour ses propres excréments, il n'était pas le moins du monde incommodé par les odeurs nauséabondes qui emplissaient la chambre. Quant aux deux bonnes, elle ne soignait pas Blanche comme le faisait autrefois Marie Fazy. Elle ne nettoyait pas les aliments qui gisaient au sol et dans lesquels grouillaient maintenant les vers et les insectes. Comme la famille ne réagissait pas pour aider Blanche et que l'état de santé de Louise Léonide déclinait, car elle souffrait maintenant d'une maladie du cœur, les deux bonnes qui n'avaient plus le temps pour aider Blanche se mirent à raconter à tout va l'état dans lequel elle vivait. Comme on ne les croyait guère, elles firent monter des personnes dans la chambre de Blanche pour qu'elles puissent constater cette infamie. Un soldat apitoyé par le sort de Blanche écrivit une lettre au procureur général en signant un compatriote indigné pour dénoncer un fait d'une exceptionnelle gravité, révélant qu'une demoiselle enfermée chez Madame Monnier était privée de nourriture et vivait depuis 25 ans dans sa pourriture. C'est ainsi que toute cette affaire parvint aux oreilles du commissaire de police. Bien évidemment, des rumeurs s'étaient répandues dans le quartier depuis plusieurs années, mais cette fois-ci le commissaire ne pouvait plus rester les bras croisés. C'est ainsi que fut découverte Blanche dans son lit, couverte de déjections et d'excréments, avec jonchant au sol des coquilles d'huîtres, des débris de nourriture. Lors de sa découverte, Blanche se serait cramponnée à sa paillasse et aurait supplié qu'on la laissât vivre tranquillement dans sa chère petite grotte. Le lendemain soir, Marcel Monnier et sa mère furent arrêtés et envoyés à la prison de la Visitation. Au moment de son arrestation, la mère de Blanche prononcera ces mots. « Est-il possible de faire tant d'affaires pour rien ?» Bien évidemment, les journaux se sont tout de suite emparés de l'affaire. Le Quotidien, le Courrier de la Vienne, le Journal de la Vienne. Les gazettes publièrent alors des portraits physiques de Blanche qu'on appelait la recluse. La France entière était indignée. Comment une mère pouvait-elle ainsi isoler sa fille et la laisser pourrir sur un matelas dans ses excréments ? Pourquoi son frère, fils d'un doyen de la faculté de lettres, lui-même docteur en droit et ancien sous-préfet, n'avait-il pas réagi ? La photo de la séquestrée diffusée par le magazine L'Illustration provoqua un choc considérable. La mère et le frère étaient présentés comme des monstres. Quant à Blanche, après son arrivée à l'Hôtel-Dieu, elle cachait d'abord son visage sous ses couvertures, mais cette habitude lui disparut rapidement. Sa chevelure fut coupée à ras pour servir de pièce à conviction. On lui coupa ses ongles démesurément longs, on la lava de la tête aux pieds. Blanche se débattait, mais le personnel de l'hôpital réussit quand même à lui faire passer une chemise de nuit et un bonnet sur la tête. Pour la première fois depuis des années, Blanche put dormir dans des draps propres. Les 2 premiers jours, elle refusa de manger, réclamait sa petite grotte, mais peu à peu, elle acceptera sans maudire la nourriture. Elle répondait parfois aux questions qu'on lui posait en utilisant un langage enfantin et des mots en patois. Souvent aussi, elle se cachait le visage sous son oreiller en marmonnant des paroles incompréhensibles entremêlées de nombreux jurons. Elle ressemblait à une adulte ramenée en enfance. Elle connaissait tous les noms des fleurs. Blanche se rappelait sa jeunesse à la maison du Pilet. Tous ses souvenirs étaient ceux de son enfance, la seule période de sa vie où elle avait vraiment été heureuse.
Au fil des jours, son caractère s'adoucit. À 52 ans, Blanche appréciait l'air pur qu'elle respirait, la propreté de son lit et les soins dont elle était l'objet. Elle mangeait toujours avec ses doigts, mais avec plaisir et appétit. Elle devenait même de plus en plus propre et ne voulait plus rester au lit toute la journée. Des âmes charitables lui apportaient des fleurs et c'était pour elle la plus grande joie. Elle prenait les bouquets à pleine main, respirait le parfum des fleurs avec un bonheur extrême. Son lit était désormais couvert de pétales. Mais Blanche nourrissait toujours une profonde aversion à l'égard de sa mère. Si on lui parlait d'elle, elle se mettait en colère. Elle répétait « Je ne suis rien, rien du tout dans la maison, moins que rien, moins que rien ». Elle ne voulait pas parler de son passé et disait « Ne parlons pas de ça, c'est une maison qui met tout en fuite, tout en fuite ». Lors du procès, Marcel Monnier se défendra en disant qu'il s'était rendu compte de rien et qu'il n'avait fait qu'obéir, selon ses mots, par piété filiale. Quant à Louise Léonide, elle dira de son côté « Ma fille, je l'adorais, je me suis sacrifiée pour elle, en la conservant chez moi. Si j'avais su tous les ennuis que mon amour pour mon enfant vienne me causer et la récompense de mes soins, j'aurais agi comme une marâtre. C'est-à-dire que j'aurais envoyé ma fille, ma pauvre fille, dans une maison de santé où elle serait morte avant l'âge. » Peu après son incarcération, Louise Léonide tombera rapidement dans un profond abattement et mourra le 7 juin. À l'aube, sa dernière phrase sera pour sa fille. À 5 heures du matin, la mère s'écriera « Ah, ma pauvre Blanche !» En vérité, Madame Monnier s'était toujours, à sa manière étrange, souciée davantage de Blanche que de son fils. La nouvelle de sa mort indifférera pourtant sa fille. Elle n'éprouvera aucune émotion. Dans son testament, Louise Léonide ne mentionne pas une seule fois son fils Marcel. En revanche, elle avait pris des dispositions pour les membres de la famille de sa fidèle domestique, Marie Fazy, et pour Blanche, à qui elle réservait un appartement dans sa maison et tout l'argent nécessaire pour les soins qui devraient lui être prodigués. Pour Blanche, si elle allait de mieux en mieux, qu'elle avait gagné 10 kilos, qu'elle n'était plus incontinente, ses facultés intellectuelles restaient néanmoins loin de suivre les mêmes progrès. Elle ne sortait pas de cet état mental infantile. Durant le procès, Marcel Monnier sera bel et bien reconnu comme souffrant de lésions graves de myopie progressive et d'une absence totale d'odorat. On entendra de nombreuses bonnes durant le procès, mais également les patrons de l'Hôtel de France et de l'Hôtel de l'Europe qui indiqueront bien avoir déposé fréquemment pendant plus de 20 ans des plats chez les Monnier. Une écaillère dira aussi avoir livré des huîtres tous les 2 ou 3 jours durant la saison. Il n'y avait donc pas eu séquestration, mais le tout était de savoir comment cette jeune fille qui, durant sa jeunesse, était charmante, distinguée et intelligente, douée au piano, ait pu être atteinte de démence précoce. Ce qui sortait du procès, c'est que l'intelligence de la jeune femme se serait peu à peu éteinte au profit de la maladie. Ça se serait aggravé par paliers successifs, à la mort de son père, au décès de Marie Fazy. Et comment devait-on juger son frère, Marcel Monnier, le myope à l'absence d'odorat ? Il ne voulait pas aller à l'encontre de l'autorité maternelle, sans doute par crainte d'être déshérité, mais il n'était pas fou. Il se rendait compte de l'état de sa sœur puisqu'il voulait la faire entrer dans une maison de santé. Quand on demandait à Blanche ce qu'elle pensait de son frère, elle disait toujours « Il est très bien là où il est, qu'il y reste ». Après son jugement, Marcel Monnier sera condamné à 15 mois d'emprisonnement. Il fera pourtant appel et se verra acquitté le 20 novembre. Blanche, quant à elle, continuera de manger et de boire normalement et de se laisser soigner, nettoyer, habiller, supportant les vêtements et aimant se couvrir, manifestant pourtant parfois ses mécontentements par des grognements inintelligibles. Elle retrouvera pourtant cette nature gaie, riant parfois aux éclats, mais le plus souvent, elle restait calme, assise dans son fauteuil. Néanmoins, elle restait toujours dans cet état d'enfant éternel. Après sa libération, Marcel vivra tranquillement. Il rachètera la maison du Puy-Lay et pourra vivre ses derniers jours auprès de sa femme et de sa fille. Il mourra le 23 juin 1913 à l'âge de 65 ans. A été découverte, Blanche restera un peu plus d'1 an à l'Hôtel-Dieu. Le 10 juin 1902, elle sera admise à l'Hospice des Seignes, soit l'asile public de la ville de Blois. Le docteur Fèvre établira un certificat médical déclarant que Blanche était atteinte de démence à forme infantile et fut envoyée dans une maison de santé. Étant une pensionnaire payante, elle put bénéficier d'une chambre dans une villa où elle vécut quelques années sans que son état mental ne s'améliore. Sur la fin de sa vie, elle s'enfermera dans un mutisme et une tristesse permanente. Son seul plaisir était de jouer du piano de temps en temps, mais son état mental s'aggravera par la suite. Elle deviendra gâteuse, parlera toute seule et souffrira de plus en plus fréquemment d'hallucinations.
Blanche Monnier mourra à l'âge de 64 ans d'une pneumonie aiguë le 13 octobre 1913. Si Blanche avait été envoyée dans une maison de santé plus tôt, comment aurait-elle grandi ? Quand et comment sa schizophrénie est-elle apparue ? Était-elle schizophrène du reste ? De quoi souffrait-elle ? Ce qui est malgré tout certain, c'est que tant que Blanche évoluait dans cette dynamique haineuse avec sa mère, elle ne s'alimentait quasiment plus. Ce n'est en vérité qu'une fois séparée de celle-ci qu'elle mangera à nouveau normalement. Sa mère, elle, mourra, se sentant sans doute coupable d'avoir fait de sa fille une locumène. Louise Léonide avait fait livrer 1000 petits plats à sa fille, mais celle-ci ne les touchait pas. Blanche avait le pouvoir sur sa mère qui vivait elle aussi en recluse. Enfermée dans son immense maison avec son trousseau de clés, incapable d'ouvrir son propre cœur, Louise Léonide dépressive restait souvent au lit, comme sa fille. Elle restait allongée à demi morte. Toutes les deux, chacune de leur côté, plongées dans une sorte de retour à l'état fœtal, toutes les deux mortes au monde. Le plus triste dans toute cette histoire ne serait-ce pas qu'une fois libérée de sa chambre, Blanche restera enfermée dans sa tête, séquestrée dans ses souvenirs d'enfance. Le mal avait été fait, il n'y avait plus d'espoir pour cette jeune fille qui avait en elle tant de qualités. Il semblerait que chez la famille Monnier, il y avait une angoisse de mort générale, de haine étouffée, de non-dits, de sentiments conflictuels. Aucun dialogue entre eux, seulement un silence mortifère, entrecoupé de paroles malhabiles ou étouffées dans l'œuf. Marcel, qui gardait ses matières dans un bocal de manière maladive, c'est un peu l'enfant qui aime jouer avec ses excréments, contrôlant ce qui sort de son corps quand tout semble incontrôlable. C'est la seule chose qu'il maîtrisait. Il souffrait d'une sorte de syndrome de Diogène, thésaurisant ses excréments. Marcel, c'était un peu l'éternel enfant jamais propre qui ne récoltait que la désapprobation de sa toute-puissante mère. Voilà pour l'histoire de Blanche Monnier. Je ne peux vous raconter que ce que j'ai lu et pensé. Mais comme vous le voyez, la vérité est tellement plus complexe que l'on veut bien nous le faire croire. Cette histoire est tombée dans le sensationnel, c'est normal sans doute, car quantité de gens sont plus sensibles à l'imaginaire qu'au réel. C'est pourquoi Blanche demeure dans les esprits de tous la séquestrée de Poitiers, abandonnée sur un grabat infect sans air par une mère et un frère coupables. On a voulu faire de cette affaire un drame social, mais cela reste avant tout un drame humain qui révèle la complexité de l'âme humaine capable du meilleur, mais aussi du pire. Voilà, n'hésitez pas à me lâcher un commentaire, à me retrouver sur ma page Facebook et je vous dis à très bientôt.